Bonjour chers tous, merci de vous joindre à notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora que nous émettons sur Makolo Digital Radio-Télévision depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe aujourd'hui va vous entretenir de cette émission sur l'actualité qui tourne autour de 4 thématiques, à savoir la tentative de l'évasion de la prison de Makala. Et en ce point, nous voulons relever un élément que l'on néglige, que l'on ne parle presque pas, et nous allons essayer un peu de le décortiquer ensemble avec mes invités. Dans cette émission, sur le point 2, nous parlerons de la réouverture en cascade des cachots de l'ANR de Miap. Le président Tshisekedi avait dit dès l'entame qu'il allait fermer tous ces cachots, mais curieusement, nous constatons que ça reprend le plus bel. En troisième point, nous parlerons de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec ce blocage de l'Angola, nous venons d'apprendre que tous les négociateurs ont fait les valises et sont rentrés chez eux. Et au point dernier, c'est-à-dire le quatrième point, nous parlerons de 50 milliards de dollars de l'aide de la Chine à l'Afrique. Et nous avons vu que tout le monde a acclamé de 4 mains. Est-ce que c'est une histoire vraiment à encourager? Donc, ensemble avec mes invités, nous allons le passer en peine. Vous savez que nous parlons chaque fois avec les gens dans les continents différents, à savoir l'Europe, les Amériques et l'Afrique. Cette fois-là, nous avons parlé seulement avec les gens des Amériques au Canada et aux États-Unis. Et nous avons parlé avec quelqu'un de l'Afrique, mais fort malheureusement, à cause des aléas de la technologie, nous ne sommes pas à même de vous balancer le son de notre confrère de l'Afrique. Alors, pour les deux que vous allez suivre tour à tour, il s'agit de M. Dominique Kabongo, qui est l'habitué de cette radio-télévision. Il est politicologue de formation depuis Toronto au Canada, donc quelqu'un qui n'est plus à présenter. Ensuite, nous allons parler avec le professeur Emmanuel Sokioba. Ce dernier est économiste et enseignant de formation. Il vit ici aux États-Unis, dans l'État de Californie, donc quelqu'un qui est très excellent dans les analyses de l'actualité et surtout de la politique congolaise. Alors, sans beaucoup plus tarder, comme je vous ai dit, la troisième personne ne sera pas avec nous à cause des aléas techniques. Donc, je vous invite à suivre mes invités. Suivez. Alors, bonjour, Monsieur Dominique Kabongo. Dominique Kabongo, il gère un système qu'il a appelé DDK. Bonjour Monsieur Don Kayembe, bonjour à nos auditeurs de Makolo Digital TV et radio, bien évidemment. Merci de me recevoir encore, c'est un honneur. Je tiens à jeter des fleurs et remercier les gens qui m'ont démontré encore cette confiance. J'ai toujours été bien apprécié chez Makolo Digital TV, mais la dernière émission qu'on a faite, j'ai eu beaucoup de retours. Les gens ont vraiment beaucoup apprécié, ils ont suscité même qu'on revienne. Et vu que l'actualité devient très dominante chez nous, je l'accepte volontiers. Et voilà, oui, en effet, je vais apporter une petite légère précision. Oui, je suis en fait président de DDK, qui est une dynamique qui avait été mise en place par rapport à la politique de chez nous. DDK, c'est-à-dire DDK, c'est Dynamique Dominique Kabongo. Ça a commencé en fait une dynamique, c'est un groupe de Congolais, jeunes, un peu mi-âge, qui se sont mis ensemble, qui ont dit que non, il ne fallait pas seulement se limiter à faire des analyses, vu que je suis un acteur politique que beaucoup ne savaient pas, ils ont dit non, nous on aimerait vraiment porter en fait la vision que vous portez, votre façon de voir, le formaliser d'une manière beaucoup plus concrète. Ils sont venus, alors ils ont commencé avec la dynamique a pris de l'élan, et puis je me suis dit bon, il fallait chercher maintenant à ce qu'on dépersonnalise un peu l'organisation, et aujourd'hui, DDK, et c'est développement direct du Congo avec un K. En fait, c'est ce que ça représente. Ok, c'est tout ce qu'on voulait écouter. Merci beaucoup. Donc, on ne doit pas être
statique dans un pays de plus de 100 millions d'habitants où vous n'avez que les mêmes personnes, les mêmes visages qui reviennent sur la scène politique. Nous voudrions qu'il y ait l'alternance, donc des nouveaux visages, du nouveau sang, de nouveaux esprits. Et succède, plus il y a développement, plus il y a initiative. Quand il y a les mêmes gens, les mêmes idées, les mêmes personnes, il y a statu quo. Alors, on avance, monsieur Dominique Kabongo. Aujourd'hui, nous allons parler des spécificités. Vous avez appris, comme nous tous, qu'il y avait tentative d'évasion à Makala. On en parle, comme toujours au Congo, ça devient comme le feu qui prend les herbes sèches, et du coup, ça s'éteint. Mais dans l'intérieur de ce problème, il y a les femmes qui ont été violées. Et quand on parle de viol de femmes, c'est un crime. Et parmi les femmes qu'on a violées, sûrement, sur les 400 détenus, le même jour, il y en a qui ont eu des grossesses, il y en a qui ont été contaminés par des maladies, mais on n'en parle pas. On ne fait aucun problème autour de ces crimes gravissimes, monsieur Dominique Kabongo. Qu'en dites-vous? Bien. Je crois qu'il y a vraiment... C'est d'abord très tragique. Je commence d'abord par présenter mes condoléances pour tous ceux qui ont perdu la vie innocemment dans ce carnage. Je vais m'expliquer pourquoi j'utilise le mot. J'étends ma sympathie et même ma colère que j'exprime ici vis-à-vis de la femme congolaise qui est victime depuis plus de 3 décennies aujourd'hui de bâillonnement, de viol, son corps étant obligé aujourd'hui est réduit même pas à un être humain. Et c'est quand même très aberrant que ce genre de pratique se répète maintenant dans la capitale de notre pays. Et nous avons un premier ministre qui est une femme qui n'est pas montée au créneau pour décrier et défendre toutes ces femmes qui ont été violemment violées et bâillonnées. Ça, ça me laisse perplexe de la part de Madame Séminois. Je ne peux pas comprendre ça. Bien. Alors, maintenant, pour regarder, en observant cette affaire tragique, on regarde par exemple le penchant. On peut regarder ça sur plusieurs angles, mais allons, je tiens encore un peu à m'appesantir sur la situation de nos sœurs et mamans qui ont été violées. Pendant 3 ans, nous avons décrié ici que le viol est utilisé comme arme de guerre contre la femme congolaise. Elle est bâillonnée. On a fait tant de travail de manière collective, tous les Congolais ici. On a dit que cette pratique n'était pas la nôtre, que c'était une pratique exportée de nos bourreaux, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ces mêmes actes reproduits loin de l'Est où c'était à manière prédominante. Ça se retrouve à l'Ouest, dans notre capitale précisément. Aux yeux de ceux qui nous sont encore sympathiques par rapport à la crise congolaise, mettons un petit accent féminin de cette manière-là, que peuvent-ils penser? Il faut ajouter que ça se passe dans la capitale, au siège des institutions de la République. Tout à fait, un centre pénitentiaire. Au centre pénitentiaire, tout à fait. Un centre pénitentiaire dont, si on a le temps, on va revenir sur le vice-protocolaire qui gère cette institution. Et vous vous rendez compte de l'atrocité, mais surtout du message qui a été véhiculé dans la tête de tous ceux qui nous sont sympathiques. Encore, je dis bien encore parce qu'il n'y en a pas beaucoup,
par rapport à la crise congolaise, particulièrement féminine. C'est atroce. Moi, j'ai eu des appels de certains gens qui sont sympathiques par rapport à notre cause et j'étais gêné. Je manquais de mots puisque je ne savais pas articuler ce qui s'est passé. Mais ils n'arrivaient pas à... Ces femmes sont restées sans assistance, ni psychologique, ni médicale. Mais c'est très grave à ce jour. On ne sait pas qui est tombé malade, on ne sait pas. Puisqu'il y a une femme qui témoigne que non, les autres ont honte de sortir, mais je vous dis qu'il y en a qui ont été violentés sexuellement par 5, 6, 7 hommes. Mon Dieu! Séquestrées. Elles ont été elles ne sont pas sorties, elles n'ont pas pu s'enfuir. Elles ont été séquestrées avant d'être violemment violées par cette manière par 5 ou 6 hommes, ou 7 même, comme vous le dites là. Est-ce qu'on peut s'imaginer le Congo? Est-ce que les Congolais peut-il arriver à un niveau de barbarie de ce genre? Ça me dépasse. Au-delà de la révolte, je suis vraiment gêné. Et voilà, à la face du monde où nous avons défendu nos sœurs quand ce sont des Congolais, puisqu'on ne peut dire que ce sont des Congolais. Quel argumentaire allons-nous amener aujourd'hui? Quelque part où les gens doivent être sécurisés. Au Congo, vous avez des prisons où à l'intérieur des prisons, il n'y a pas de surveillance. Les prisonniers se surveillent eux-mêmes. Ils ont leur structure de gestion où ils condamnent, ils punissent d'autres prisonniers. Et les gardes de prison, ils sont en dehors de la prison. Mais c'est rocambolesque, ça. Voilà, donc tous les jours, pour compléter mon raisonnement, tous les jours que nous vivons ici, nous découvrons des choses qui sont aberrantes. Nous voyons, nous vivons, je dirais plus, l'absence de l'État, de l'appareil sécuritaire de manière atroce et grotesque même. Vous voyez, et le vice de procédure, lorsque vous avez des criminels qui s'autogèrent, qui établissent leur mécanisme, un protocole de sécurité dans un centre pénitentiaire de l'État, alors allez-y comprendre que l'État est complètement inexistant. Ok, alors Dominique, je pense qu'il y a trop à dire et c'est révoltant, mais nous devons avancer. Nous espérons que ce cri d'alarme doit être entendu et au pays et à l'extérieur, puisque même les organismes internationaux ne se sont pas prononcés là-dessus. Ces femmes sont restées à ce jour sans assistance médicale, sans assistance psychologique, sans quoi que ce soit. C'est vraiment méchant pour le monde, pas seulement pour le Congo, le monde entier. Ils se sont tués tous. Mais c'est gravissime. Ça fait très mal. Mais le point que je tiens à souligner ici, c'est que du président de la République et toute l'équipe, leur réponse a été extrêmement tardive. Et pour les ministres que vous venez de préciter ici, maladroite. Et la première ministre, surtout elle, qui est une femme, elle était juste à côté, elle était au Bas-Congo, elle a pris 48 heures pour revenir à Kinshasa. 48 heures pour répondre, c'est elle. J'aurais souhaité voir, même le président de la République était absent, j'aurais souhaité voir la première ministre étant la gérante au quotidien des affaires du pays. Elle devait prendre le devant. À la seconde même. Mais je n'ai pas vu ça. Et la suite était malheureusement désastreuse. Tout à fait. Donc, alors, voilà, je l'en dis. Alors, on avance, c'est vraiment révoltant. Nous espérons qu'ils feront mieux et surtout au retour du président, il a quand même tapé
le point sur la table. Il voudrait voir un peu clair. Il a donné des suggestions. Espérons que ça va aller dans le sens d'apaiser les esprits et que cela ne se répète plus. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que vous êtes sur Makolo Digital Radio-Télévision avec John Kayembe qui échange avec M. Dominique Kabongo depuis Toronto au Canada. Alors, au deuxième point, M. Dominique Kabongo, parlons un peu de cette histoire qui commence maintenant à pulluler encore une fois au pays. Je me rappelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui dit, sur Top Congo bien entendu, on lui pose la question, quelle est l'action, la toute première action que tu feras aussitôt que vous êtes, je m'excuse de tutoyer, aussitôt que vous êtes aux affaires, qu'allez-vous faire en premier lieu? Sa réponse était directe et ferme. Je ferme tous les cachots de DEMIAP, de ANER, de police et partout, on doit fermer tout le même jour. Mais nous constatons depuis un certain moment que ces cachots ont repris des plus belles. Tout celui qui parle est visité par l'ANER, même une histoire qui n'a rien à faire avec la sécurité nationale, les gens sont pris. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tout d'abord, c'est vraiment, c'est fort regrettable. En fait, je peux aller tout droit au but. Je pense que les collaborateurs du président de la République ne sont pas suffisamment adéquats et beaucoup ne sont pas à leur place. Ayant milité à l'époque avec le président de la République que je connais, je sais un peu comment il est son tempérament par rapport à certaines choses. Et notre pays est traversant une situation assez particulière. Il y a une très fine ligne entre la rigueur et la bonne foi. Et je crois très bien que les collaborateurs qui sont actuellement aux affaires du président ne peuvent pas articuler, en fait ne comprennent pas et par conséquent ne savent pas articuler ce que c'est la vision d'un État fonctionnel, au moins dans le comportement. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose de peut-être gauche ou peut-être même une critique un peu qui n'a pas son pesant d'or, comme vous dites, il est ramassé. Or, nous, lorsque nous avions milité avec l'IDPS à l'époque, la première chose que nous avions appris avec le feu Tshisekedi père, que son âme repose en paix, c'était la tolérance dans le débat. Le président contradictoire. Comprenez? Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai expliqué à nos auditeurs que nous avons émergé, nous sommes sortis de la même école. Tout à fait. Donc, le débat contradictoire et même parfois extrêmement aigu, nous l'appliquions déjà à l'époque. Donc aujourd'hui... Mais moi, j'ai été victime d'un certain groupe de l'UDPS où j'ai donné un son contraire et les gens n'étaient pas contents avec moi. Voilà. Et aujourd'hui, pour voir ce qui se passe, c'est que je vois d'abord, connaissant d'abord, moi étant dans une situation suffisamment particulière, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont là par affinité avec le président maintenant, mais ils ne sont pas des gens qui sont sortis de notre école. Par conséquent, ils n'ont pas suivi nécessairement l'enseignement d'abord de la tolérance du débat. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui sont responsables des certains appareils, certaines agences sécuritaires. Et par conséquent, on cherche à mater la population parce qu'il y a véritablement un malaise ou un désaccord par la force. Or, la violence en soi ne résout rien. Vous prenez, je donne le cas le plus illustre qui a fait beaucoup de bruit, dont je me réjouis quand même. J'étais quand même sous les nerfs, je dois l'avouer, parce que je me disais que si fut le cas de la disparition de cet individu-là, ça allait encore tomber un boulet de plus pour notre République, après l'incident de Makala qui ne dure pas longtemps.
Prenons le cas du jeune homme, M. Kikouni. Quand vous regardez à l'échelle nationale, qui représente véritablement cette Kikouni pour lui donner, pour qu'on puisse le bâillonner, le mettre au cachot à la nerf, le malmener comme ça. Quel danger ce monsieur représente-t-il? Puisque moi, ce que je sais, c'est qu'il fait la politique sur le net. Il a exprimé des opinions, j'ai lu, je tombe parfois sur ses tweets, qui sont peut-être un peu violents, tout ça, mais ce n'est pas ça le rôle de l'agence de sécurité, d'aller commencer à regarder qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout ça. Concentrez-vous sur sécuriser la République et les problèmes qui sont d'autant plus de hauteur. Vous n'avez pas besoin de chercher des opposants ou des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, petits, grands soient-ils par rapport à leurs ambitions politiques, et commencer à les bâillonner. Ça montre sincèrement que on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Le contre-débat, la tolérance, ça fait partie d'une société. Si vous voulez émerger, quand le président se disant démocrate, ça, ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas des pratiques démocratiques. Donc, je dis ça, ce ne sont pas des démarches démocratiques. Vous voyez? Donc, ce genre de pratique, il faut que ça cesse. Mais malheureusement, je crois qu'ils ont déjà pris cet élan et qu'ils sont dans une dérive autoritaire qui risque de coûter très cher au président de la République, puisque c'est lui le numéro 1 de ce régime, parce que des bavures, il y en aura, il y en a déjà suffisamment. Donc, il faudrait un reménage pour pouvoir dresser le tir de sa part, parce que là, nous sommes vraiment en train de nous diriger dans sur une pente qui est très glissante. Exact. Alors, le président doit revoir ça, il doit remettre ses troupeaux en ordre, puisque ce qu'ils font au niveau maintenant de l'ANER, c'est vraiment de la Kabylie qui revient en force. Et surtout, les gens qui passent dans les médias doivent être ramassés à chaque déclaration. Et on se plaint d'abord de la surpopulation carcérale à Makala et on continue encore à aller... Les gens innocents, juste une déclaration... Sur Twitter, s'il vous plaît, oui. Une déclaration comme des journalistes qui disent peut-être... Si vous... Encore une fois, je répète, permettez-moi de vous avoir interrompu. Si on se dit démocrate, on doit accepter le contre-débat. Pas les insultes, s'il vous plaît. Soyons quand même justes. Mais le contre-débat, la contre-argumentation fait partie de la démocratie et d'ailleurs c'est une partie intégrale pour une société vivante. Vous n'allez pas conditionner tout le monde à réfléchir d'une manière uniforme. Ça, c'est pas possible. Ou alors qu'on nous dise que nous ne prenons plus la démocratie, nous prenons pour un régime totalitaire. Donc je pense qu'il appartient à lui seul, le chef de l'État, de remettre ce troupeau en ordre. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que vous êtes sur Makolo Digital Radio-Télévision avec Don Kayembe qui échange avec M. Dominique Kabongo depuis Toronto au Canada. Alors nous avançons, M. Dominique Kabongo. Parlons un peu de la guerre dans l'Est qui n'a que trop duré. Et quelques semaines passées, ça donnait un peu de l'espoir parce que tout le monde avait les yeux tournés vers l'Angola, où même le président a dit, nous attendons, le rendez-vous c'était au mois d'avril, qu'il devrait se rencontrer avec les tortionnaires sanguinaires Paul Kagame pour qu'on puisse un peu parler et terminer cette histoire une fois pour toutes. Mais il s'est fait qu'on continue à traîner le pied. Et on a proposé à tous les belligérants d'enterrer l'âge de guerre en attendant l'aboutissement de ces négociations de l'Angola. Mais nous avons appris que les balles ont commencé à crépiter encore, les bottes commencent à avancer encore. Qu'est-ce qu'il y a finalement? Est-ce que ces négociations qu'on est en train de faire en faisant taire les armes, ce n'est pas une occasion de donner encore à Paul Kagame à continuer à piller, puisqu'il est partout là où il y a les minéraux de qualité, et pour les piller avec toute tranquillité possible? Vous
savez, je vais commencer par le président Paul Kagame. Lorsqu'il parle de la RDC, il avance toujours deux argumentaires en avant. Un, il parle des FDLR, qui représentent une menace pour son régime, son pays, parce qu'ils sont, disons, de manière un peu dans l'Est, ils opèrent et ils représentent une menace sécuritaire pour eux. Ça fait, je crois, plus de 30 ans que les FDLR ont été exilés de force vers la RDC. Encore faut-il que l'on puisse nous prouver de leur capacité de nuisance à ce jour. Ce que moi, je remets en cause. Deux, il dit qu'il y a une marginalisation contre les Banyamulenge, ou on peut les appeler comme on appelle abusivement aujourd'hui les Tutsis congolais. Non, il était même spécifique, il dit les rwandophones, c'est le terme qu'il utilise. Très bien, merci d'ajouter cette précision. Il parle des rwandophones. Okay? Et le troisième point... Et il les défend en tant que qui? Il les défend en tant que qui? Vous prenez mon argumentaire. Allez-y. Donc, c'est mon deuxième point. Donc, il prend son deuxième point, il élabore plus loin, il dit qu'il concocte avec le troisième point que j'énumère, qui concocte avec le deuxième point, il dit que le M23, c'est un problème congolais. Par conséquent, lui n'est pas concerné ni de près ni de loin. Maintenant, moi, je pose la question, en suivant ce qu'il dit. Si le M23 est un problème congolais, pourquoi lui soutient-il le M23 ? Parce que c'est démontré sur la place du monde. Et il le dit publiquement dans une interview qu'il était prêt à recevoir la demande de Nanga formelle pour qu'il puisse appuyer Nanga. Donc, il l'a dit. C'est récent. Bon, pourquoi lui se dérange tellement pour un problème congolais représenté par le M23 qu'il faut qu'il apporte son appui? De deux, si on nous dit que les rwandophones, la population rwandophone, mais moi je vais aller, parlons précisément, on nous dit, nous n'allons pas entrer dans l'aspect anthropologique des choses, ça va compliquer le débat, mais on nous dit que les nilotiques au Congo sont en danger. Et que ces nilotiques-là, au Congo, sont congolais. Mais si c'est un problème congolais, vous voyez où je vais. Mais pourquoi lui, il trouve la nécessité qu'il faut qu'il défende et qu'il s'ingère dans ce problème congolais? Vous voyez que son argumentaire ne tient pas la route. Tout à fait. Si ce n'est qu'il n'est que là pour des raisons strictement économiques. Donc, le président João Lorenzo, qui mène vraiment, cherche un accord de paix vraiment parce que la déstabilisation de la raison crée un problème même pour lui. J'espère que ça va aller pour lui parce que je vois qu'ils ont un accord de principe parce que les responsables sécuritaires, dans ce que j'ai pu lire sur Africa Intelligence par exemple, ont trouvé quand même un terrain d'accord. Fragile soit-il, mais ils essaient de découler. Sur le papier, les armes crépitent encore. Sur papier. Mais moi, je sais aussi que certaines indiscrétions me laissent savoir que ces négociations-là, il n'y a pas eu un terrain d'entente. Ce qui souligne, qui explique à nouveau la reprise des armes. Parce que les uns veulent monter les enchères par rapport aux autres pour revenir à des négociations par rapport à leur cahier des charges. Donc, autrement dit, on tourne en ergote. Si ça, c'est mon appréciation par rapport aux éléments que j'ai. Mais ce que je souhaiterais plus loin, moi, je souhaite que le M23
puisse être transparent, qu'il nous présente son cahier des charges. Puisque lui se dit qu'il n'est pas soutenu par le Rwanda, que ce sont des Congolais qui se sentent... Il parle d'une rébellion, donc ils se sentent marginalisés, ainsi de suite. Qu'ils nous présentent leur cahier de charges. Comme ça, le peuple congolais peut véritablement savoir de quoi s'agit-il, pourquoi ils ont pris les armes. Non, Dominique, je pense que... Non, c'est important. Non, moi je voudrais dire que c'est inutile. Inutile pour le simple fait qu'il y a des rapports des indépendants, pour ne pas parler de la Commission des Nations Unies. Plusieurs rapports ont démontré que ce n'est pas le M23, c'est Kagame. Donc, M23, c'est une coquille vide. Et je me rappelle de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Il avait dit, mais si ces gens sont réellement congolais, est-ce qu'il faut-il prendre les armes pour faire avancer leur point de vue? Donc, c'est une histoire. Arrêtez-vous là, si vous permettez. Voilà, c'est sur ce point-là que vous venez de citer que j'ai dit, voilà. Moi, je l'ai formulé différemment de l'avait fait le feu président Étienne. J'ai dit, OK, vous avez pris les armes, présentez-nous votre cahier des charges. Ils ont présenté plusieurs fois, mon frère. Ils en ont fait et c'est vide. Voilà, alors si c'est vide, il n'y a pas raison de prendre les armes. Ah, absolument. C'est de quoi je parle. C'est pourquoi le président Tshisekedi a dit je n'ai aucune minute à perdre pour me mettre à la table avec ces gens-là. Parce qu'il n'y a rien à parler. D'accord. Mais non, moi, ce que je fais ici, c'est un exercice parce que je sais qu'eux aussi vont vous suivre. C'est un exercice pour qu'on puisse mettre carte sur table. Que veut cette organisation clairement? Qu'elle l'articule? Parce que les Congolais voudraient savoir pourquoi vous prenez les armes. S'il n'y a pas de justification d'avoir pris les armes, légitime soit-elle, donc on peut considérer tout simplement que vous êtes des agresseurs. Ils le sont. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que vous êtes sur Makolo Digital Radio-Télévision avec Don Kayembe qui échange avec M. Dominique Kabongo depuis Toronto au Canada. Alors nous continuons, Dominique. Tout à fait. Merci. Je disais donc, c'est important de faire cet exercice. Pourquoi? Pas pour peut-être vous, moi et d'autres personnes qui comprennent très simplement. Parce que lorsque vous avez des organisations comme ici chez vous aux États-Unis, dont j'étais les noms des officiels qui vous disent le M23 n'est pas le problème, c'est le gouvernement congolais. OK? Si vous dites ça, montrez-nous. On nous dit, oui, voilà, dans les localités qui sont occupées par le M23, il y a un calme, il y a une certaine organisation. OK? Donc, si tel est le cas, donc le M23 veut-il se substituer au gouvernement national? Puisqu'il dit que lui, dans ces localités, les gens et la population vit paisiblement. Dominique, je pense que c'est un instant d'avance. Écoutez, le temps nous fait défaut, puisque quand on parle M23, c'est un faux problème. Et il a été démontré. Je suis d'accord. Oui. Alors, ça ne peut pas prendre trop de temps pour parler info, quoi. D'accord. Ok, allez-y, concluez. Laissez-moi conclure ce point. J'ai démontré ces choses-là. C'est certainement, comme vous dites, on va aller dans plusieurs heures, ainsi de suite. C'était pour démontrer que, en fin de compte, en conclusion, M. Lorenzo, le président de l'Angola, risque de déployer beaucoup d'efforts qui vont produire très peu de résultats. Absolument. Le problème que nous savons, il se trouve au Rwanda, et le problème, c'est toujours, et ça reste toujours le même, que le président Kagame a des velléités expansionnistes par rapport à la RDC et il n'est pas prêt à lâcher le morceau. C'est ça le fond du problème. En tout cas, personnellement, vous entendez parler des forums États-Unis-Afrique, forum France-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, Turquie. Ce sont des pays qui appellent tout un continent. Et vous voyez, vous avez 54 présidents qui se mettent en ligne avec des avions. Ils vont répondre à l'invitation d'un pays. Et tous ces pays-là, qu'on vient de citer, quand nous les mettons en termes de dimensions par rapport à l'Afrique,
rien, aucun de ces pays-là peut égaler l'étendue de l'Afrique. Et tous ces pays se sont fait riches à cause des gisements et des ressources de l'Afrique. Dominique, dis-moi un peu, quel est le problème avec l'Afrique et ses leaders en ligne pour aller vers un seul pays et tout un continent avec 54 présidents? Quel est le problème? Tout simplement, le problème est tout simplement que les présidents africains n'ont pas encore compris ce qu'ils représentent véritablement à la face du monde. Ils s'inscrivent encore dans une logique de subalterne. Permettez-moi, les termes, ils sont forts, mais c'est ça. Parce que ce que la Chine veut faire, en un seul mot, c'est le néocolonialisme. Lorsque le président chinois est prêt à débourser 50 milliards de dollars américains sur 3 décennies. Non, sur 3 ans. Donc, permettez-moi, dites-moi, c'est sur 3 décennies ou sur 3 ans? 3 ans. Mais ça vous montre simplement, donc sur 36 mois, 50 milliards, c'est qui est encore extrêmement accéléré, qu'on est en train de vouloir recoloniser l'Afrique, parce que l'Afrique en soi, c'est le continent en vie, c'est le continent qui a le plus de matières premières, c'est le continent qui offre au monde, c'est le continent qui fait nourrir ce monde. Tous ces pays, que vous prenez l'Asie, que vous prenez l'Occident, ayant atteint maximiser leurs ressources sur le modèle qu'ils ont, le modèle économique qu'ils ont prôné pendant le XXe siècle et même avant. Aujourd'hui, il faut renouveler le système et aller à la nouvelle conquête des nouvelles matières premières pour rester relevant et dominer le monde. Et où se trouvent ces ressources? Elles sont en Afrique. Alors que faut-il faire? La Chine ne veut pas entrer dans des confrontations violentes. La Chine vous corrompt sur l'aspect économique. Elle vous endette. Elle vous donne beaucoup d'argent au point où vous ne pourrez... Elle va vous asphyxier avec des mesures de repaiement draconiennes. Dominique, et vous essayez de... Oui? Dominique, je ne vous interromps pas. Je suis aussi navré d'entendre ce mot venir de vous. Beaucoup d'argent. Prenons 50 milliards de dollars. N'est-ce pas? Non, parlons de manière générale. Non, laissez-moi réfléchir avec vous. 50 milliards de dollars, vous semblez voir que c'est colossal. Maintenant, je vais faire un petit exercice avec vous. La population africaine s'élève aujourd'hui à 1,4 milliard d'habitants. Bon, nous prenons les 50 milliards que Xi a proposé, divisé par 1,4 milliard. Donc, c'est-à-dire, chaque Africain a moins de 50 dollars. Chaque Africain, en tant qu'individu, moins de 50 dollars pour 3 ans. Et si nous prenons 40 ou bien 45 dollars par chaque individu africain de cet argent-là, nous divisons par 3, ça vous donne 15 dollars par an pour chaque Africain. Qu'est-ce que vous dites qu'on vous propose de montants colossaux? Quel montant de 15 dollars par personne par an? Et vous dites que c'est beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'eux prennent en retour? Tout à fait, très bien. C'est bien pour vous de pointer ça. C'est un exercice que nos auditeurs vont aussi faire et ils s'attellent à ça. Donc, on les maintient dans un état de pauvreté absolue ou pauvreté relative, ce qu'on appelle, si on fait un quota de 15 dollars par tête. Mais moi, lorsque je parlais de beaucoup d'argent, en fait, ici, on parle RDC. Et je suis descendu à la RDC sans le dire. Je reviens sur ce fameux contrat chinois que nous avons, de 9 milliards. C'est là que je me précisais. Les Chinois vous donnent de l'argent et ils vous promettent en contrepartie qu'ils vont faire des infrastructures, ainsi de suite. Très important. Attendez, parlons là. Ils vous disent, on va vous prêter 9 milliards pour une population de 100 millions. Quand on divise par individu, c'est encore moins d'$1. Bon, en dehors de cela,
Cet argent, quand je disais, je suis allé un peu fouiller, savoir comment cette coopération, pour cet argent, comment ça va se faire. Donc, ça ne se fait pas comme ce qui se faisait dans le temps de coopération belge-Congo, France-Congo. Là, l'argent vient à travers leurs entreprises. Ils donnent l'argent aux entreprises privées qui viennent vous dire qu'on va construire une route pour vous. Et quand ils viennent avec cet argent, avec une entreprise chinoise privée, ils viennent avec leurs travailleurs. Leur main-d'œuvre, c'est la leur. Et ce sont des prisonniers ou des criminels qui ne sont pas des gens, la plupart des gens. Et la machinerie vient. C'est-à-dire, cet argent de 9 milliards qu'on vous a proposé, donc à peu près 7 milliards restent chez eux. Tout à fait. Et c'est très bien, monsieur. Donc, je suis content que vous décortiquons ensemble cet accord de 9 milliards parce que ça a laissé les Congolais un peu... ils sont devenus dingues, un tout petit peu, on peut appeler ça comme ça. Et encore qu'à souligner sur les 9 milliards que la RDC avait reçus, 3 milliards sont restés au Fonds monétaire international. Donc nous n'avons reçu que 6. Et sur les 6, 3 milliards sont partis pour faire cette compagnie Sicomine, dans la joint venture entre le gouvernement congolais et les Chinois. Et 3 milliards sont dans les autres infrastructures, dont 800 millions ont déjà été consommés par le gouvernement précédent de Joseph Kabila. Donc, encore qu'on n'a rien vu. Hein. Vous voyez. Et vous voulez encore prendre encore d'autres argent? Et avec ça, merci bien, vous voulez encore vous endetter de plus. Donc, voilà pourquoi je reviens en disant que je ne peux pas comprendre pourquoi on cherche à se mettre dans une situation de subalterne. Moi, je vais parler, l'Afrique a ses spécificités et les autres pays sont libres de faire ce qu'on veut. Mais je vais m'accentuer sur mon pays. Moi, en tant que président de la République, c'est ce que je souhaiterais que Félix Tshisekedi fasse, qu'il puisse se focaliser sur le développement interne. Il n'y a pas un pays au monde qui s'est développé avec un modèle intraverti, c'est-à-dire avec les investissements, des fonds d'investissement extérieurs qui rentrent, c'est un flux qui rentre dans votre économie. C'est vous. C'est vous qui devenez un modèle de production que vous exportez. En même temps, vous atteignez un niveau d'autosuffisance. Il y a plusieurs choses. Et le Congo, regardez tout simplement si aujourd'hui, nous décidons véritablement de fermer un peu tous les tuyaux là, où il y a tout l'argent qui se perd. Combien de recettes peuvent être réunies? Par exemple, je donne juste un exemple à la fin du mois. Prenez Kinshasa, les recettes de la DGRI et de la DGRDK. Si on ferme tous les robinets, si j'avance le chiffre de ce qui peut sortir sur 30 jours, les gens seront surpris, choqués même. Mais avec cet argent-là, est-ce qu'on ne peut pas rediriger ça dans les services, dans les projets sociaux, dans les projets scolaires, et même aller jusqu'à établir un certain rapport économique en termes d'économie monétaire où on peut avoir un taux d'échange entre le franc congolais et le dollar de manière fixe, garantie par le gouvernement. Ce sont des choses qui sont faisables, mais seulement, je ne sais pas si ces gens-là sont hypnotisés par le vol, ou c'est juste de la simple incompétence, ou c'est de la mauvaise foi, je ne saurais pas vous dire, mais ce sont des choses qui sont faisables sans le moindre effort. Et par conséquent, on peut mettre en adoptant ces mesures-là, économiques, vous stabilisez votre pays. Mais par contre, les gens sont plus intéressés à aller s'endetter de plus, à aller chercher de fonds. Je donne un autre exemple, le FPI. Cet organe-là qui avait pour nature d'abord de pouvoir aider les entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un hub où les gens se redistribuent de l'argent avec des rétrocommissions, tout ça. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Non, ça doit s'arrêter à un certain moment. Alors, j'ai une petite question, la toute dernière d'ailleurs, où je vous demandais... Parce que ici, c'est un sujet, je voulais vraiment l'expliquer. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus après la réunion
de la Chine. Donc, permettez-moi, si, avant qu'on termine, je sais qu'il y a d'autres intervenants, permettez-moi, donc, c'est pour dire à notre population que ces accords avec ces sommets que vous voyez, c'est-à-dire les relations internationales, nous devons les avoir. Mais nous n'avons pas besoin d'aller chercher l'argent en ce qui concerne la RDC pour développer notre pays. Tout commence avec nous-mêmes. Exact. Voilà par où je vais chuter. Exact. Alors, la toute dernière question. Je suivais, il y a une vidéo juste avant l'émission, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée où les jeunes gens de Kinshasa mettaient en garde la première ministre Maman Siminois à propos du ministre de la Justice. Je citais Constant Moutamba. Donc, c'est comme moi je le disais. Donc, ces gens, ils ont raisonné comme moi, mais ils ont tapé à côté à un certain moment. Ils disent que non, quand on a amené le poison au bureau de Moutamba, il était en dehors de Kinshasa. Alors, il est revenu, c'est-à-dire les gens qui étaient sur place devaient être empoisonnés, sauf lui. Mais maintenant, comment aujourd'hui on nous dit que lui a été empoisonné et pourtant il était en dehors de Kinshasa? Alors, eux, maintenant, ils vont plus loin. Je comprends. C'est la commune renommée. Donc, c'est la rue qui parle. Ils disent, oh non, on l'a suspendu et nous allons marcher, nous allons faire ceci, cela. Mais maintenant, le malheur est que l'intellectuel congolais se joint aux gens de la rue pour supporter l'insupportable. Puisque Moutamba, nous voulons tous la réforme de la justice. Et puis la justice dans le monde entier n'a jamais été juste. Ça, il faut le dire. Nous vivons ici aux États-Unis, le cas de Trump. Il est malmené par la politique. Donc la justice est politisée ici aux États-Unis. Trump est malmené par la politique en utilisant la justice. Tout le monde le sait. Donc ce n'est pas que Moutamba, ce qu'il va faire là-bas, le Congo sera un paradis. Mais nous voulons que cette réforme se fasse dans l'ordre et que cette réforme soit durable. Que mener ça d'une manière populiste, d'une manière individuelle, non. Le système, c'est un système national. Mais pourquoi, ça c'est une question à vous, pourquoi l'intellectuel congolais se laisse emporter par la rue? L'intellectuel congolais se laisse emporter par la rue parce que l'intellectuel congolais a tout simplement perdu le sens de rationalisme. L'intellectuel congolais est guidé par l'appât de guerre. Il y a une politique, malheureusement, qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années chez nous, où les études, les intellectuels, donc les études, l'homme formé, l'homme de la science, ne représente plus rien. C'est plutôt le débrouilleur, le cascadeur qui arrive à réussir et qui a commencé d'abord par le loisir qui était la musique. Et quand la musique a touché son cycle de fin, ils se sont transposés dans la politique. Et par conséquent, comme ils sont brouillants, ils occupent tout l'espace. L'intellectuel qui a été éduqué d'une manière responsable, ainsi de suite, ne trouvant plus sa place, a accepté d'emballer le pas à cause de la situation de survie. Et on perd tout sens de repère, on perd tout sens de rationalisme, on perd sens de vision. La plupart de ces gens-là n'ont même plus une vision. Ils vivent au jour, ils vous disent qu'ils vivent pour eux, leur famille, leur clan, leurs amis, leurs enfants, c'est tout. Il n'y a pas cet esprit de la République. Les intérêts de la République peinent à peine. Pour preuve, tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, je me refuse de citer là, mais il y a quelqu'un que vous avez cité déjà ici, là. Ils sont en train de préparer leur campagne pour 2028. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Au lieu de travailler d'abord à ce qui est important aujourd'hui, nous, tout le monde se projette déjà. On ne veut pas qu'on change la Constitution parce qu'elle n'a pas, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais pour certains, il ne faut absolument pas changer la Constitution pour qu'ils aient leur opportunité en 2028. C'est à croire que s'il n'y a pas de réforme, s'il n'y a même pas une certaine transition vers ce qu'il y a de correct et rationnel,
eux vont venir avec un bâton magique, ils vont taper dessus et 2028, le Congo sera sauvé, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous voyez un peu cette manière simpliste de voir les choses, un peu humoriste même que j'utilise ici, parce que ce sont tout simplement des rêveurs. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on a largement passé notre temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est ceci. Quand j'ai suivi ces jeunes gens de la rue, ils disent, non, on nous a dit que Moutamba a été testé positif, c'est-à-dire il va bien. On a testé positif au poison, c'est-à-dire il va bien, mais pourquoi on dit qu'il est parti pour les soins? C'est faux, on l'a suspendu, nous allons marcher. Mais quand toi, un universitaire, tu sais que c'est faux, tu passes à la télévision pour répéter la même chose. Non, nous sommes derrière Moutamba. Qui a suspendu Moutamba? Qui est contre Moutamba? Moutamba est contre lui-même puisqu'il fait des déclarations intempestives qui ne valent rien. Ce monsieur prépare sa campagne pour 2028. Nous voulons l'accompagner, nous voulons les changements. Nous voulons les changements, mais qu'il les fasse en ordre et d'une manière méthodique. C'est tout. Monsieur Kayembe, vous avez parlé tout à l'heure, au début de l'émission, je vais chuter par là, quelque chose qui était très important. Il y a quelque chose qui est clair dans notre société, c'est que toute chose touche un cycle. C'est-à-dire cette classe politique, que vous avez des gens qui ont fait une quarantaine d'années, trentaine d'années, ainsi de suite, a touché à sa fin de cycle. Donc la nécessité ou l'urgence de l'émergence d'une nouvelle classe politique s'impose. Vous voyez, c'est un cycle naturel. Vous voyez, Moutamba est jeune, et beaucoup voient ce que vous avez vu, mais le voient dans l'autre angle. Moutamba est un jeune, il fait beaucoup de populisme, il dit ce que certains gens aiment entendre, et ils se disent, bon voilà, maintenant on est fatigué avec la vieille garde, il y a un jeune ici, courageux, qui veut faire des choses, ainsi de suite, pourquoi pas se jeter? C'est cet intellectuel dont vous parlez là, qui réfléchit comme ça. Or, la politique, on n'invente pas la roue. Ce n'est pas le populisme qui change un pays. Vous voyez? Ce n'est pas des déclarations intempestives, ce n'est pas du cinéma. Ça, c'est ce que nous venons de voir. On a passé des années, des décennies dans du cinéma, dans la spectative, et regardez où nous sommes dans notre pays. Il faut être dans du concret. Et les Congolais doivent comprendre que personne ne viendra les aider. S'ils ne sont pas prêts à devenir sérieux d'abord, et pouvoir comprendre que c'est dans le travail, et c'est le sérieux qu'ils vont arriver à changer, amener une véritable rupture et changer de cap pour ce pays-là, et donner à nos enfants un avenir meilleur, eh ben, on va continuer dans cette spectative-là. Un bonjour, tout ce qu'on entendait de loin, qui était à l'Est hier, qui arrive à Kinshasa, va finalement envelopper toute la République. Malheureusement. Alors, il ne reste plus qu'à vous dire grand merci et nous rappelons à vous qui nous suivez du début à la fin, voilà 1 heure depuis qu'on échange avec M. Dominique Kabongo. Nous vous rappelons que vous êtes sur Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les jours, Don Kayembe. Don Kayembe qui a reçu M. Dominique Kabongo. Ce dernier est politicologue de formation, un analyste politique de la matière politique congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Kabongo, et nous espérons que nous vous retrouverons encore très prochainement dans nos émissions hebdomadaires. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bye bye. Merci.